Alors, c'est vraiment avec joie que nous vous accueillons à la troisième session de la série des rencontres midi parents de cette année. Alors, c'est un rendez-vous qui est pensé pour rassembler, dialoguer et apprendre ensemble. Donc, aujourd'hui, nous plaçons au cœur de nos échanges l'esprit d'inclusion. Comment créer des espaces où chaque parent et chaque enfant se sent reconnu, accueillis et valorisés, car en construisant une communauté ouverte et inclusive, que nous renforçons notre engagement, notre bénévolat et surtout le bien-être de nos familles. Alors, je suis Maha Sayeh, un parent bénévole au sein de Parents Partenaires en Éducation, et je serai votre facilitatrice aujourd'hui pour cette rencontre. J'aimerais tout d'abord effectuer une reconnaissance du territoire et souligner que même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons reconnaître que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe, Mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeurant encore aujourd'hui. Nous tenons à souligner que notre travail ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux s'effectue sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Un petit rappel de la mission de parents partenaires en éducation. Donc, autant que réseau de parents engagés, notre rôle est de soutenir les parents en leur offrant des ressources et des outils pratiques pour les accompagner dans leurs défis. Les ateliers offerts visent précisément à renforcer les compétences et à créer des espaces d'échange enrichissants entre parents. Donc, la série d'ateliers Midi Parents sous le thème de Parlons Inclusion cette année a pour objectif de créer un espace d'échange ouvert, donc respectueux et bienveillant entre les parents issus de la diversité ainsi que les partenaires communautaires et institutionnels. Ensemble, nous souhaitons reconnaître et valoriser les savoirs expérientiels des parents, mieux comprendre les réalités vécues et adapter les services, les ressources et les actions aux besoins concrets des familles. Aujourd'hui, nous allons discuter de la transmission de ses racines et du maintien du lieu culturel avec ses enfants en contexte d'immigration. S'installer dans un nouveau pays, c'est offrir à ses enfants des opportunités inédites tout en faisant face au défi de préserver ses racines. Nous écouterons le témoignage inspirant de Madame Sandra Adjou Akiremi, originaire du Bénin et maman de 3 enfants, qui partagera son expérience et ses stratégies. Et nous découvrirons aussi l'approche de Madame Elikia Doumbé, de l'organisme MICRO, Mouvement pour l'inclusion des communautés racisées de l'Ontario. Donc, sans plus tarder, je accueille Madame Sandra. Bonjour Madame Sandra. Bonjour bonjour, merci beaucoup de m'accueillir cet après-midi. Bienvenue parmi nous aujourd'hui. Donc, je vous invite à ouvrir la discussion en nous présentant brièvement votre réalité parentale, puis pour mieux vous connaître. À vous la parole, Madame Sandra. Merci, merci Et puis, bonjour à tout le monde qui est connecté. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être là. Et comme Maha le disait si bien, donc je m'appelle Sandra Adjoa Kiremi et, pardon, j'aime me présenter comme une fière béninoise canadienne. Je suis mariée et mère de 3 merveilleux enfants. Je suis au Canada, ça va faire bientôt 15 ans maintenant. Et mon premier enfant est né au Canada, donc c'est pour dire que j'ai appris à être parent au Canada. Ça fait quand même toute la différence. Et je suis une professionnelle de la chaîne d'approvisionnement et aussi une personne très impliquée dans la communauté, notamment francophone, et particulièrement à tout ce qui touche à la cause
de la jeunesse et des afro-descendants principalement, au travers l'association aussi que j'ai créée, qui est le SICA, le Centre de l'identité de la culture africaine. Voilà, je pense que c'est un bon début. Ça vous permet de savoir un peu plus qui je suis. C'est parfait, c'est toujours intéressant de savoir, avoir une idée sur la personne avec qui on va entretenir pendant toute notre séance. Alors, merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a ramené, ou vous a donné de l'envie de transmettre et partager votre culture béninoise avec vos enfants. Oui, c'est une très très bonne question. En fait, déjà, j'aimerais définir pour moi ce qu'est la culture. La culture, ce sont des valeurs, ce sont des croyances. Pour moi, ce sont des traditions, ce sont des expressions, c'est tout ce qui définit en fait un certain groupe social. Ok? Donc, pour moi, ça a été important et c'est toujours important de justement transmettre tout ce bagage-là à mes enfants parce que je crois que ça définit en fait leur personnalité, leur identité. Ça fait partie de leur identité. Et alors, je suis consciente qu'ils grandissent dans un contexte différent du mien, mais pour moi, la culture, c'est aussi comme, comment je dirais, des racines d'un arbre. Alors, le sol peut être différent, mais les racines sont toujours indispensables, en fait, pour que l'arbre puisse grandir. Donc, et personnellement, le fait d'être attaché à ma culture d'une certaine manière a défini mes choix partout où je suis passée. Donc, étant maman dans un contexte loin de là où moi j'ai grandi, je trouve qu'il est vraiment indispensable que je puisse leur transmettre cet ensemble de valeurs-là qui va faire partie de qui ils sont et les accompagner en fait dans leur vie de manière générale. Ben, la culture fait partie de nous, hein. On ne peut pas la dissocier, puis c'est des gestes conscients ou inconscients Mhm, mhm. qui se manifestent. Alors, je suis vraiment curieuse de savoir quelles sont les petites activités que vous prenez dans votre quotidien là pour transmettre cette culture-là à votre famille. Donc, et garder le lien vraiment vivant entre la culture béninoise et vos enfants. Mhm. En Sachant fait, qu'ils sont nés au Canada, hein. Donc, oui, absolument. Et j'aimerais juste commencer même à mettre l'emphase sur le fait que tout ce qu'on fait à la maison ne tourne pas autour de la culture africaine. Mais euh, ça a une grande importance. La culture africaine vraiment impacte notre quotidien d'une manière ou d'une autre. Et pour les parents qui nous écoutent, c'est important de réaliser aussi que les enfants grandissent dans un contexte qui est particulier, qui est peut-être justement éloignés du pays d'origine de leurs parents et tout ça, et de balancer. Donc, je veux vraiment donner l'importance de la balance dans tout ce que nous faisons. Alors, nous, on a normalisé certaines choses à la maison et on a inséré le volet culturel de manière subtile, si je peux dire, dans un peu tout ce qu'on fait. Alors, je vais donner plusieurs exemples là et je m'amusais à prendre des notes pour pouvoir me rappeler de ne rien oublier ou presque rien. Donc, définitivement, dans la cuisine, je trouve que c'est important de parler cuisine du point de vue culturel aux enfants parce que c'est quelque chose de flagrant. C'est comme on mange, tout le monde mange de toutes les façons. Donc, c'est important de pouvoir apporter la culture à travers la cuisine. Et nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait découvrir des restaurants africains. S'il y en a des restaurants ouest-africains, on va leur faire découvrir. Et c'est des occasions de discussion, en fait, qu'on ouvre. On cuisine à la maison aussi. La musique, très, très important aussi comme volet. Au moins qu'ils sachent, en fait. C'est pas qu'ils vont forcément aimer que ça, mais encore une fois, les mettre en contact. Et après, dans le quotidien, là, on va parler vêtements. On veut qu'ils soient fiers de porter des vêtements de chez eux. Donc, on va travailler dessus parce que dehors, on va pas forcément les voir de manière positive, mais on va travailler que l'enfant puisse comprendre que ça fait partie de sa culture et que c'est une richesse. Donc, on s'attelle à ce que déjà très jeune, ils portent des vêtements de chez nous, qu'ils mettent ça à l'école pour certaines activités, que vraiment que ce soit décomplexé. OK, donc coiffure. Impliqué. Donc ça rentre aussi dans le quotidien. En fait, c'est cette intentionnalité dans la représentativité, en fait,
qu'on essaie de travailler chez nous, nos enfants, en tout cas à la maison. Donc, on va parler des jeux africains. Donc, ils sont des enfants, il y a des jeux, mais on va s'assurer que, ah, ils savent c'est quoi le jeu d'échecs, en parenthèse africain. Qu'est-ce que les jeunes sur le continent jouent, par exemple? Des jouets. On va intentionnellement acheter une poupée noire. On va intentionnellement acheter des choses, en fait, dans lesquelles ils peuvent se voir. Et ça fait partie de notre routine, de nos choix au quotidien. Donc, quand je parle de représentation, je parle aussi des livres. Alors, moi, je suis vraiment une grande amoureuse de livres. Donc, je vais m'assurer qu'il y ait des livres, d'une grosse bibliothèque ici, mais des livres où les enfants peuvent s'identifier. Donc, de personnages qui leur ressemblent, de héros. Donc, encore une fois, où on traite des sujets qui leur ressemblent aussi, leur couleur de peau, leurs cheveux. Donc, notamment parce qu'ils sont en griffe en milieu minoritaire. Donc, l'autre chose que nous faisons vraiment dans notre famille et nous tenons à le faire pour maintenir euh, ce volet, ce lien culturel, c'est les voyages. On trouve vraiment très important de faire des voyages pour aller voir les grands-parents. Donc, on sait que c'est loin, on essaie de le faire aux 2, 3 ans parce que pour nous, c'est de l'immersion. C'est de l'immersion et puis ils absorbent différemment et il y a aussi le lien intergénérationnel qui se crée. Alors, au Canada, on s'assure aussi de participer à des activités culturelles. Mhm. Et c'est vrai que l'association que j'ai créée fait vraiment une partie intégrante de ces activités culturelles. Ça fait partie de notre vie, en fait. Donc, s'il y a des activités ici et là, on va faire le temps, on va se faire violence pour essayer de faire ça de manière fréquente, récurrente, parce que ça permet encore une fois aux jeunes d'absorber. Et en définitive, en fait, ce que je peux dire, c'est que on intègre la culture dans nos conversations. Parce que pour moi et pour mon mari, tous les moyens sont bons pour enseigner, pour raconter comment nous on a grandi, pour raconter des situations, ou utiliser des situations des fois peut-être qui sont pas très agréables pour donner une leçon. Donc, tout ça demande de la volonté, tout ça demande de faire un effort intentionnel. Et encore une fois, c'est important de balancer, de ne pas mettre dans un placard qui nous sommes, parce que les enfants sont nés dans un autre contexte, mais de faire ça de manière subtile, naturelle, de ne pas trop en faire pour que les enfants, des fois, ils disent, ah, ça c'est trop, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Donc, c'est ce que je peux dire un peu vraiment dans le quotidien, et puis des sorties, des activités, tout ça qui permet de pouvoir absorber la culture béninoise et gabonaise aussi, parce que mon mari est gabonaise et africaine de manière générale. C'est ça. Voilà. En vous écoutant, vous avez cité toute une liste d'actions très simples, euh, Mhm, spontanées, qui est diversifiée, hein, que ce soit la nourriture, l'habillement, la coiffure. Quand vous avez dit la coiffure, là, vraiment, j'étais comme, waouh, c'est intéressant ça aussi. Puis de passer des messages pour que les enfants ne soient pas brusqués. Donc, c'est très mhm, subtil, comme vous l'avez utilisé le mot, dans votre quotidien. Puis l'ouverture aussi vers l'extérieur, surtout les enfants sont nés ici, ils grandissent ici, donc ils doivent être plus sociables aussi. mhm, Donc, dans plusieurs sphères. Et garder le lien avec la famille aussi, ça c'est important parce que le lien familial, ça fait partie de la culture, j'imagine absolument. aussi béninoise. Donc Mhm, c'est important, plus le terme que vous avez utilisé, intergénérationnel, oui, donc ça développe des valeurs chez l'enfant. Donc vraiment c'est absolument. intéressant. Puis avec tout ce que vous faites dans votre approche, est-ce que vous avez confronté une situation qui est un peu plus complexe, on va le dire comme ça, et puis vous avez remarqué que les enfants sont partagés entre deux cultures. Mhm, Ils ne savent pas trop, est-ce que, par exemple, il a envie de parler d'un plat. Je le prends comme exemple comme ça. Puis là, il y a une gêne parce que les amis ne connaissent pas le plat, puis c'est différent, ils sont d'une autre culture. Est-ce que vous avez été affronté à ça? Puis, si c'est le cas, comment l'approche que vous avez prise pour gérer la situation?
Mhm. Oui, en fait, ce genre de situation ne manque pas. Et à la maison, moi, j'ai des enfants d'âge différents, de sexe différents, donc chacun avec sa réalité, chacun avec ses expériences et sa personnalité aussi, parce que il faut le dire, il faut mettre dans la balance la personnalité des enfants. Alors moi, chaque fois que j'ai eu des cas où euh, les enfants m'ont posé des questions, mais pourquoi, par rapport au regard des autres, en fait, c'est parce que c'est souvent ça. J'ai expliqué. Parce que le truc, c'est, ça se fait comme ça, non, c'est pas une bonne réponse. Pourquoi ça se fait comme ça? En fait, il faut pouvoir comprendre aussi, quand on parle de repas, euh, déjà, moi, là, il y a des choses que je ne vais pas, tout n'est pas transposable. Il y a des repas que je ne ferai jamais emmener mes enfants à l'école parce que je sais que ben, ça marche pas, ça se mange pas comme ça se mange bien, tout droit sorti du feu directement à la table. On n'a même pas ça en lunch. Mais en fait, c'est vraiment de pouvoir faire comprendre aux enfants en fait que c'est différent et de pouvoir expliquer à leurs amis. Moi, c'est quelque chose qu'on a vraiment travaillé, l'importance de pouvoir expliquer. Euh, Pourquoi on le fait chez moi comme ça? Pourquoi on mange tel truc comme ça? Et de pouvoir comprendre que la différence est une richesse. Et l'une des raisons pour lesquelles vraiment l'association est née, c'est vraiment que j'ai réalisé que les gens sont ignorants. Et c'est dans leur ignorance, en fait, qu'ils repoussent. Donc, ce que moi, je montre aux enfants, c'est que chaque fois qu'il y a des gens qui vont avoir des commentaires, c'est certainement de l'ignorance. Oui, il peut y avoir de la méchanceté, il peut y avoir tout ce qui va avec, mais je dis c'est certainement de l'ignorance. Donc, ton premier pas à toi, c'est de pouvoir expliquer. Ce n'est pas de pouvoir ne plus faire ce que tu pensais normal de faire ou ne plus emmener ton repas à l'école, si on parle de repas par exemple, mais c'est vraiment d'expliquer, ben, moi j'aime ça et chez moi on le mange comme ça et puis ça fait mon bonheur et ça suffit pour que je puisse l'emmener. Donc, si je veux parler d'autres exemples, euh, vraiment où les enfants se sont sentis tiraillés. C'est encore une fois par rapport à la différence. Donc là, on parle de culture, mais moi, je parle aussi de culture et de couleur de peau. Donc ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent. Il y a de la stigmatisation qui va peut-être rentrer en ligne. Moi, ce que j'essaie de faire avec les enfants, je dis j'essaye parce que on fait toujours de notre mieux. Et après, ben, on répète aussi, on est consistant parce que la consistance fait toute la différence. Alors, la dernière fois, mon garçon me disait, ils étaient en train de s'amuser dans un groupe d'amis et puis ils étaient en train de faire des affaires de garçons. Hein? Donc, crier fort, faire ci, faire ça et tout. Et il me dit, et je lui dis, mais, donc on m'a remonté ça et je lui dis, mais euh, pourquoi je lui demandais de m'expliquer? Et il me dit, mais quand les autres font des bêtises, on ne les voit pas, c'est toujours moi qu'on attrape. Et tout. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que moi, je suis différente, je suis d'une culture différente? Donc, alors là, moi, je m'assois et je lui dis, est-ce que d'abord, ce qui a été fait, tu penses que c'est une bonne chose? Et, et je lui dis, oui, c'est vrai. Parfois, on va te voir en premier parce que c'est parfois, c'est juste le regard est tombé sur toi au mauvais moment, ok? Et parfois, oui, on va te voir en premier parce que tu es le jeune afro-descendant, mais ça ne doit pas te limiter dans tes actions. Ça ne doit pas influencer toi, ta manière d'agir. Mais par contre, tu dois faire des bons choix. Donc, alors, on a eu toute une discussion par rapport à ça. Et je lui ai dit, si tu sens que quelqu'un ne regarde que toi, parce que toi, tu es différent, tu es d'une culture différente, viens me dire, moi, je vais venir à l'école et je n'aurai pas honte de parler à la direction, de parler à tous les enseignants s'il le faut. OK? Donc, mais il faut savoir balancer. Donc, tout ça pour dire, en fait, que chaque situation nécessite de la communication, de l'explication et en fait de permettre aux jeunes, quelle que soit leur culture, d'être, euh, comment je vais dire, décomplexés. C'est ce à quoi moi je travaille, que mes enfants ne se voient pas au regard, par rapport au regard des autres sur eux, mais se voient en tant qu'individus, à part entière, qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent, d'être jeunes, de faire des bêtises parfois, et puis voilà, c'est la vie. Oui, c'est la vie, puis vraiment, euh, je vois dans votre approche l'ouverture sur le dialogue avec vos enfants. Et ça, Mhm, c'est très, très important parce que ça empêche des problèmes
qu'on veut pas. C'est C'est-à-dire, ça. il intériorise tout ce qui les dérange, puis il garde pour eux, puis ça fait en sorte que ça fait vraiment d'un enfant triste, un enfant qui rentre Mhm. sur lui, un enfant qui... Donc, cette question de dialogue et d'échange, elle permet d'aller sur des pistes de solutions pour eux parce qu'ils sont jeunes, hein, ils savent pas comment se comporter dans des situations comme ça. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus avancés un petit peu dans leur tête, mais il y en a d'autres qui vont tout doucement. C'est, Absolument. c'est, c'est légitime. Alors, oui, et donc, je vous entends, puis oui, on prend l'autre témoignage d'une maman d'origine béninoise, mais je crois que c'est une réalité de toutes les mamans ou toutes les familles qui sont de Mhm. différentes origines. Mhm. Et puis, c'est l'approche ou les solutions qu'on doit adopter avec nos enfants, je pense que c'est pareil, hein. C'est ça, c'est universel d'une C'est manière ou d'une autre, universel, on le oui, c'est crée. ça, parce qu'on veut le bien-être de nos enfants, on veut leur inculquer cette éducation culturelle, mais en même temps de garder cette ouverture sur le monde et accepter l'autre aussi. Donc, c'est ça, puis d'avoir du plaisir dans cette culture et Mhm. ne pas se sentir visé ou se sentir différent, donc accepter cette différence-là Différent. aussi. Donc, Exactement. oui, c'est très intéressant. Et sûrement que avec ce que vous avez présenté jusqu'à maintenant, euh, vous avez remarqué quand même un côté positif sur les enfants, hein, sur leur personnalité, puis Absolument. sur, Absolument. sur eux en général. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par rapport à leur personnalité, c'est-à-dire les termes, si j'utilise des termes comme la confiance, comme Mhm. Mhm. l'identité, s'approprier Mhm. une identité, Oui, la question de fierté, est-ce qu'ils sont fiers d'eux-mêmes? Peu absolument. importe le milieu où ils sont. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, qu'est-ce que vous avez observé d'enfants? Oui, non, j'ai vraiment observé une confiance en soi extraordinaire chez mes enfants. Je l'ai vu depuis que j'ai commencé de manière intentionnelle parce que moi, je trouve que le mot-clé, c'est intentionnalité. Il faut être vraiment intentionnel dans tout ce qu'on fait. Euh, et ils ne se définissent pas, encore une fois, par rapport à ce que les autres pensent d'eux. Et ils sont vraiment... leur couleur de peau n'est pas un handicap. Moi, je le dis, c'est une richesse, c'est une valeur ajoutée. Au contraire, tu vois, en fait, c'est vraiment... Chez chaque enfant, c'est important de bâtir l'estime de soi. Et particulièrement, dans mon cas, je suis un enfant afro-descendant. Donc, pour moi, là, mes enfants, c'est champion, t'es intelligent, t'es brillant, donc, vraiment, ça développe leur confiance en eux. Et je les encourage en fonction de leur personnalité encore parce qu'ils sont différents. Euh, chaque enfant a son caractère. Donc, moi, je dis, tu es d'abord toi. Et je le vois, tu es d'abord toi, ton intelligence, ta bonne manière, tes bonnes manières, pardon, et non ta couleur de peau. Donc ça, je l'ai vraiment senti. Je raconte souvent l'histoire de ma fille qui, quand elle a commencé, la première année qu'elle a commencé l'école, là, elle est venue me dire, maman, je voudrais être blanche. Parce que mon ami m'a dit que c'était meilleur et tout. Donc vraiment, c'est des sonnettes d'alarme là qu'il faut faire attention, il faut les régulariser tout de suite. Mais aujourd'hui, là, elle est contente de qui elle est, elle aime qui elle est, euh, elle connaît sa culture, elle connaît son identité, parce que c'est ça en fait, la connaissance permet l'assurance. OK? Donc quand tu connais, quand tu sais, c'est pas que tout est beau dans une culture, non, mais tu sais, et puis dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc, c'est entre les deux parfois. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup remarqué ça chez mes enfants, la confiance en eux, la fierté de qui ils sont. Et surtout, un truc extraordinaire, c'est qu'ils éduquent. C'est que, en fait, quand ils ont des situations, ils viennent me raconter à tel truc s'est passé. La personne ne sait pas que ça. La personne, en fait, tu vois des raisonnements du genre, je lui ai dit que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et ça, pour moi, c'est précieux. Que l'enfant puisse, en griffe, s'auto-défendre et ne pas laisser l'ignorance de quelqu'un le définir, mais de corriger, d'avoir assez de cran pour dire ben non, et de pouvoir respecter aussi, si la personne ne veut pas comprendre, ben c'est son problème.
mais son avis ne va pas m'impacter moi. C'est en ça que je dis vraiment, j'ai vu de la fierté, je continue à le voir et je continue à bâtir ça parce que pour moi, c'est un travail de toute une vie. Donc, même en tant qu'adulte, là, c'est quelque chose sur lequel nous devons continuer à travailler continuellement. Désolée pour la tautologie, mais Non, voilà, non, donc oui. non, oui, j'aime bien l'interprétation de l'ignorance parce que ça me fait penser à un texte que j'ai lu de Socrate. Puis je suis partie un peu. Mais c'est vrai que oui, il y a de l'ignorance, mais ça donne de la place à la connaissance. C'est ça. Donc, C'est ça. c'est ça. Donc, c'est pas parce qu'on est ignorant que c'est mauvais, mais c'est parce qu'on a besoin encore d'apprendre et on apprendra hein, de toujours. Hein. Mhm, Mais mhm. même nous, en tant qu'adultes, on apprend encore. Ben oui, toute la Alors, vie. vraiment, mais un grand merci, Madame Sandra, pour ce merveilleux témoignage. Vraiment, on a voyagé avec vous. On s'est vu en vous aussi. Donc, un grand merci. Puis maintenant, j'aimerais passer la parole à notre invitée, Madame Elikia Doumbé. Bonjour, Madame Elikia. Madame Elikia est coordonnatrice du projet Connexion culturelle. Donc, à vous de prendre la parole, de vous présenter, de nous présenter aussi l'organisme MICRO. Alors, c'est l'abréviation, mais c'est le mouvement pour l'inclusion des communautés racisée de l'Ontario. À vous la parole, Madame Ilikia. Merci beaucoup. Et puis, je tiens à remercier Sandra pour ce brillant échange que vous avez eu. Euh, euh, c'est vraiment inspirant. Et puis, ça me réjouit toujours de voir comment est-ce que on embarque nos enfants dans dans la conservation et l'appropriation de leur culture. Donc, super. Donc moi, je suis Elika Doumbé, je suis la fondatrice de Micro. Micro, comme tu l'as dit, ça veut dire Mouvement pour l'inclusion des communautés racisées de l'Ontario. Et on a mis en place un programme qui s'appelle Connexion culturelle. Alors, en tant que personne, Elika Doumbé, je ne suis pas maman biologique, je suis une maman virtuelle. Je pense que c'est le terme qu'il faut aujourd'hui. Une maman virtuelle qui a encadré beaucoup d'enfants, qui est une tante également, qui a pris en main ses neveux, ses nièces pour les faire grandir. Et puis voilà. Donc, Micro est né en 2020 suite aux incidents qu'on a connus en 2020 qui étaient des événements tristes. On se souvient du lynchage de George Floyd, on se souvient de Régis Paquet également au Canada. Donc tous ces éléments-là, tous ces incidents-là nous ont poussés à mettre en place un espace sécuritaire où on pouvait donc faire le deuil, parler, se plaindre, mais également construire. Et donc, on a voulu mettre en place un programme qui permette donc, de nous regarder, de faire notre introspection et puis de voir également comment est-ce qu'on pouvait aller de l'avant malgré les micro-agressions auxquelles on faisait face. On s'est dit qu'on allait mettre en place un programme d'autodétermination qui nous permettrait de nous réapproprier nos cultures, et un petit peu à l'image de ce que fait le SICA, l'organisme de Centra avec les enfants, nous nous sommes adressés plutôt aux parents pour qu'ils soient intentionnels dans leur désir, non seulement de se réapproprier leur culture pour éviter l'assimilation lorsqu'ils viennent dans ce pays, mais également pour transmettre la culture afin que leurs enfants puissent être des enfants conscients de qui ils sont, fiers de qui ils sont, capables de partager qui ils sont pour être dans une dynamique d'échange avec les Canadiens et pour renforcer en quelque sorte le vivre ensemble canadien étant donc dans un contexte de multiculturalisme. Merci beaucoup pour votre présentation de votre mission. C'est une mission, en fait. Je suis très curieuse de savoir pourquoi pour vous c'est important que les enfants afrodescendants ou bien qui sont issus de l'immigration doivent être connectés avec la culture d'origine. Alors, déjà, une étude que j'ai lue, une étude faite par l'université McMaster m'a convaincue de cela. Et cette étude-là, cette recherche-là, établissait que les jeunes qui sont en relation avec leur culture, qui sont fiers de leur identité culturelle, qui la vivaient,
dans un contexte étranger, dans un contexte d'immigration, réussissaient plus facilement. On a fait une étude entre des enfants, des jeunes asiatiques, des jeunes européens et des jeunes africains, et il apparaissait que les jeunes africains étaient porteurs d'une tristesse. Euh, et dans le cadre de cette étude-là, on se rendait compte qu'ils étaient très aliénés, très en retrait de leur culture, qu'ils ne l'embrassaient pas. Et c'est une réalité que je suis d'origine camerounaise et je le remarque dans notre culture. Issue d'une civilisation, d'un pays également qui a connu la colonisation et le colonialisme, on a, on s'est vraiment détaché de notre culture parce que c'était quelque chose qui était interdit. C'était quelque chose qui était interdit de célébrer. C'était quelque chose qui était interdit de vivre. Il fallait éviter de parler nos langues et ce sont donc des choses qu'on a transmises également aux plus jeunes générations où on n'a pas forcément transmis la langue. OK. Alors, après avoir lu cette étude-là et après également être passé par euh, des histoires personnelles où je me suis rendu compte qu'il existait un dysfonctionnement au sein de notre communauté noire. Euh, et ce dysfonctionnement-là s'explique de façon très claire euh, par ce que les autochtones ont appelé les autochtones appellent ça le trauma intergénérationnel. Euh, je me suis rendu compte il était donc question pour nous de nous guérir, de nous auto-guérir. Et cette auto-guérison passe par quoi? Elle passe par la réappropriation de la culture, la connaissance de son histoire, euh, la réalisation de ce qui fait qu'on est dysfonctionnel. Et qu'est-ce qui fait qu'on est dysfonctionnel? C'est le nombre d'années où on a été divisé pour que les autres puissent régner. Le nombre d'années où on nous a brimés par rapport à nos cultures. Le nombre d'années où on n'a pas été authentique vis-à-vis de nous-mêmes. Le nombre d'années donc où on s'est perdu par rapport à nous-mêmes. Donc il faut qu'on se retrouve, qu'on s'auto-guérisse et qu'on embrasse notre authenticité, notre vérité historique, et puis qu'on aille de l'avant. C'est vraiment pertinent ce que vous avez amené, surtout la présentation de l'étude qui a été faite. Puis je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui a été remarqué pour les autres origines culturelles. Si je me permets, donc c'est une rupture qui a été comme transmise un petit peu puis à nos enfants. Et c'est sûr que c'est pas volontaire, mais c'est comme on s'est approprié cela vu l'histoire et etc. Donc d'où l'importance d'aujourd'hui prendre les choses en main puis se brancher sur un mode solution pour que ça soit pas transmis à d'autres générations. Donc, c'est sûr que votre inspiration de tout cela, du vécu, de l'étude, de toutes les connaissances que vous avez acquises, ça vous a ramené à avoir une approche d'accompagnement. Exactement. Donc, un accompagnement des enfants, des familles pour justement éviter que ça continue. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez partager avec nous quel genre d'activité que vous faites concrètement pour accompagner les familles? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, conscient de cette rupture-là, on s'est dit, il faut se reconstruire. Et donc, on fait de l'accompagnement des parents. On accompagne les parents à ce que, un, de façon très intentionnelle, le mot a été lâché tout à l'heure par Sandra, de façon très intentionnelle, ils se réapproprient leur culture et qu'ils la transmettent aux plus jeunes. Donc, comment on le fait? On a mis en place un programme qui s'appelle Connexion culturelle et qui fonctionne sur 4 piliers. On a essayé de faire un 360, mais je me rends compte qu'il manque quand même quelques aspects que nous n'avons pas abordés. Nous laissons le soin aux autres qui ont l'expertise pour le faire, notamment la question financière. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, donc, nous avons mis en place 4 piliers culturels qui sont donc un pilier qui va être les passeurs culturels. Là, nous outillons les parents afin qu'ils aient les éléments
essentiels qui leur permettent de transmettre la culture. Donc, un survol de l'histoire ancienne, l'histoire présente. Qui sont nos héros? Comment est-ce que nous avons contribué dans le monde? Comment est-ce que nous avons impacté le monde? Quelle a été notre présence dans les différents continents et ce que nous avons fait dans ces différents continents? Donc, nous leur offrons ces outils-là. Nous avons également un aspect qui est aussi très important, c'est la mélanine. Qu'est-ce qui fait qu'on est noir? Ce super pouvoir qu'on a, mais qu'on a tendance à ignorer, qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce qu'il nous apporte et comment est-ce qu'on fait pour entretenir ce super pouvoir? C'est très important pour la communauté noire de savoir ce que c'est que cette mélanine. C'est une molécule qui est très, très étudiée dans le monde, mais nous, on la connaît très peu. Donc, cette molécule-là nous permet de savoir comment est-ce qu'on doit s'alimenter, quel doit être notre style de vie, à quelle heure il faut dormir, qu'est-ce qu'il faut éviter, etc. Parce que ça joue également sur notre santé globale, aussi bien santé mentale que santé physique. Donc ça, ce sont les passeurs culturels. Nous avons un club de lecture pour pouvoir avoir une activité en famille, découvrir des auteurs noirs et connaître une pensée de cette communauté noire-là. Comment est-ce qu'on réfléchit? Quelle est notre perspective, notre regard sur le monde? Comment est-ce que on écrit également? Quelle est notre façon d'écrire, notre style d'écriture, notre style de pensée également? Donc, ça permet aux enfants de discuter, de découvrir ces auteurs noirs, de les découvrir en famille, d'en discuter en famille, et ça fait donc une activité intergénérationnelle. Nous avons des cours de langue africaine. Nous avons commencé par le Swahili et aujourd'hui, nous avons des cours de Wolof, de Derija et puis bientôt de Lingala et de créole antillais. Pourquoi les langues? Parce que les langues sont non seulement un vecteur de communication, mais c'est également un vecteur de civilisation. Nos langues ont tendance à devenir des langues mortes, ce qui est dommage, et c'est tout un pan d'une richesse humaine qu'on perd de cette façon-là. Alors, apprendre des langues africaines, ça permet non seulement de maintenir un lien avec le continent, mais également de connaître des civilisations et puis de se parler entre nous et voilà. Et puis d'avoir aussi des concepts, parce qu'il y a des choses qu'on ne conçoit que dans certaines langues, c'est difficile de les traduire, donc ça permet également de faire passer des concepts. Donc ça, on a un masterclass en storytelling, donc 4 piliers, ça c'est le quatrième. Masterclass en storytelling. Ce masterclass en storytelling là permet à des personnes qui ont des profils différents de narrateurs, donc cinéastes, auteurs, journalistes, conteurs, griots, de venir en, pas enseigner, mais donner un petit peu les ingrédients qu'il faut pour un bon narratif. Il est important qu'on s'approprie nos propres narratifs parce qu'on a souvent été raconté par d'autres. Donc, avoir des ingrédients qu'il faut pour se raconter, ça permet de raconter son histoire individuelle, son histoire personnelle, l'histoire de la famille, l'histoire de la communauté, et puis voilà quoi. Et puis d'avoir une voix. Quand on peut se raconter, on a une voix autour de la table, on peut être entendu. Et donc, voilà un petit peu les 4 piliers autour desquels on travaille. À côté de ça, on fait des événements. Donc, lorsqu'on a des événements qu'on fait, c'est sur des supports qui sont efficaces, comme le film, le cinéma. On a fait venir un film, l'Afrique, berceau de l'humanité, des civilisations modernes, qui a eu un grand impact. Et on l'a amené sur une plateforme d'envergure, c'est le TIFF, le Toronto International Film Festival, pour qu'on ait également accès à de belles plateformes, à de grandes plateformes. Cette année, on a fait venir le film Fanon, de Frantz Fanon, grand psychiatre et grand penseur du colonialisme. On a fait venir ce film-là, toujours au TIFF, pour que qu'on découvre la pensée de Fanon, parce qu'on connaît Martin Luther King, on connaît d'autres activistes noirs, mais on ne connaît pas beaucoup Fanon, alors que c'est quelqu'un de l'espace francophone. Donc, on a eu le privilège également de présenter le film qui a été fait sur lui au TIFF. C'est vraiment intéressant ces initiatives parce que je trouve qu'elles sont très inspirantes et surtout les 4 axes que vous avez présentés, je vois que c'est des programmes qui sont diversifiés.
qui vont susciter l'intérêt de chacun, hein. Il y a un axe qui est plus scientifique, il y a un autre qui est plus culturel, un qui touche plus la géographie, tout ça. Donc, c'est une belle façon de susciter l'intérêt de chacun, puis attirer les gens aussi. Puis même réveiller le dernier axe, réveiller aussi chez les gens certaines fibres, hein. Vous avez parlé des auteurs et tout, donc ça, c'est très riche comme programme. Et c'est sûr que, ben, c'est sûr, je pense, hein, que les gens, probablement, qui sont, certaines personnes ont un peu de difficulté à embarquer rapidement. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment les motiver et tout. Donc, puis la meilleure façon de motiver les gens, c'est de leur simplifier les choses. Alors, si vous avez à donner des conseils qui sont très simples, qu'est-ce que vous proposez? Pour Ou la qu'est-ce que vous transmission, mettez en place? Pardon? en ce qui concerne la transmission, Oui. en ce qui concerne la transmission, ben, Sandra parlait de quelque chose de très efficace également, c'est l'immersion également dans la culture et elle fait des voyages avec sa famille dans le pays pour aller à la rencontre des grands-parents, etc. Nous avons mis en place, depuis que nous avons commencé les cours de langue, nous venons de mettre en place cette année des voyages d'immersion également. Donc on ira par exemple, puisqu'on apprend le Wolof, on ira également au Sénégal où les gens auront l'opportunité de pratiquer leur Wolof, mais également d'échanger avec les gens. C'est vrai que tout le monde ne peut pas s'offrir un voyage. Donc, qu'est-ce qu'on fait, par exemple? C'est qu'on va, par exemple, en famille, dessiner un arbre généalogique. Dessiner un arbre généalogique pour voir un petit peu qui est qui fait quoi dans la famille, ce que chacun a apporté. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître les grands-parents qui ne sont peut-être pas dans le pays. Ça peut être également, lorsqu'on fait nos ateliers en présentiel et que les enfants que les enfants soient là ou pas, on partage un repas africain, typiquement africain, pour qu'on maintienne également ce lien par la gastronomie. Et que les jeunes, les plus jeunes s'intéressent également à comment est-ce qu'on prépare un repas de tel ou tel autre pays. On va découvrir la gastronomie la diversité gastronomique africaine dans nos ateliers. Qu'est-ce qu'on fait également en matière de musique également? On leur apprend quels sont les apports de leur musique dans la culture universelle aujourd'hui. On ne voit pas un TikTok aujourd'hui sans qu'il y ait de la musique nigériane. Et donc, ça leur apporte une fierté. On encourage les parents également à avoir 3 à 5 minutes par jour d'un fait de leur culture, d'une histoire d'un grand-parent, d'une histoire afro, d'une histoire ou d'un mot même afro. Donc, ce sont des petites choses comme ça. On leur parle par exemple de Picasso, euh, peintre universel aujourd'hui, mais où est-ce qu'il a pris son inspiration? Et là, ça leur permet de développer une fierté. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je fais de la suppléance dans les écoles et la semaine dernière, on m'a laissé une fiche d'apprentissage où les enfants devaient découvrir le calendrier, euh, le calendrier de Stonehenge. Stonehenge, c'est une structure de pierre qui a été mise en place en Angleterre, qui date de 5000 ans, etc. Donc, on a fait le petit topo, le survol de ce que c'était Stonehenge et tout ça. Et puis par la suite, je leur ai parlé d'un calendrier similaire qui se trouve en Afrique du Sud, qui s'appelle le calendrier d'Adam, qui se trouve à Pumalanga. Et je leur en ai parlé et lorsque je leur ai dit que ce calendrier-là avait à peu près 72 000 ans, ils avaient les yeux ronds et ils étaient intéressés à savoir, oh, ça se trouve où? En Afrique? L'Afrique a fait ça? Et j'étais choquée d'entendre l'Afrique a fait ça. J'étais vraiment choquée de l'entendre. Donc, ce sont des petites anecdotes comme ça qu'il faut leur raconter, leur dire à eux, ces afrodescendants, mais aussi aux autres, à leurs camarades, que la civilisation universelle a eu des contributions diverses et que tout le monde euh, est important dans ces contributions-là. Absolument. Puis oui, si on regarde les effets, ben, ça s'étend plus que
la communauté parce qu'on transmet aussi aux autres cultures, notre propre culture, en partage. Il y a une ouverture sur le monde qui va s'installer intuitivement. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup, Madame Elikia, pour cette belle présentation, de faire connaître Micro, les activités, tout ce que vous faites pour les communautés culturelles. Donc, merci, un grand merci. Et puis, j'aimerais, parce que je regarde la montre, puis j'aimerais donner la parole quand même à nos invités pour, si vous voulez poser des questions à Madame Sandra ou Madame Elikia, ben, ouvrez vos micros avec un grand plaisir. Ou si vous avez des commentaires aussi. Oui, Monsieur Will. Je suis désolé, j'ai un problème avec mon caméra depuis hier, mais j'arrive pas à résoudre le problème. Désolé si je peux pas me montrer mon visage. D'abord, je félicite, moi je suis l'homme, on dirait que je suis le black qui représente tous les autres blacks, l'homme noir. Euh, je félicite les intervenants et j'aime beaucoup je félicite aussi l'initiative de faire ce partage. Je pense que peut-être qu'on doit faire beaucoup plus de publicité parce que ce sont des thèmes vraiment intéressants qui touchent la vie, la réalité surtout des jeunes. Moi, je travaille dans des écoles. Donc, ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur. Et d'abord, moi, je dirais, il y a une chose que Madame Elikia a souligné concernant la formation des langues d'origine. Je pense que c'est une très bonne chose. Et moi, je dirais même s'il y a des jeunes qui prennent l'initiative d'apprendre, par exemple, si on prend la langue du Sénégal, bon, c'est bon d'aller au lieu. Ça, c'est bon, rien ne peut remplacer le lieu. Mais c'est également bon s'il y a des demandes pour voir. Et puis, il y a pas mal de Sénégalais ici qui pourraient se porter volontaires. C'est un conseil, oui, qui pourraient se porter volontaires, soit passer une heure de temps avec de bénévolat avec les jeunes pour pratiquer la langue. Bon, je pense que les gens feront ça volontiers. Ça, c'est un conseil. En même temps, je donne un conseil, je vais faire aussi une demande. Alors, ma demande, est-ce que c'est possible, parce il y a un aspect qui m'a que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a attiré l'attention. Est-ce que c'est possible, par exemple, moi, tant que je travaille avec des jeunes, surtout au niveau secondaire, est-ce que c'est possible, par exemple, pour le mois de février, d'avoir quelqu'un de votre équipe qui pourra participer, qui pourra partager avec nous, même si à distance, par exemple, quand on explique qu'est-ce qui fait qu'on est noir et quels sont les avantages, par exemple, d'être noir, la couleur noire. Donc, moi, je pense que ce serait non seulement, parce que moi, quand j'essaie de travailler avec les jeunes, non seulement j'essaie de toucher les jeunes noirs, mais j'essaie de toucher les jeunes d'autres cultures parce que l'un des problèmes qu'il y a, c'est qu'ils ne comprennent pas notre culture. Et c'est un bon moyen de les aider, de les porter à découvrir notre culture pour qu'au moins, même s'ils ils vont avoir des préjugés, mais au moins ils ont l'information. Ouais, peut-être ça pourrait, on cherche pas à les convertir, comme on dit dans les religions, mais au moins il y a peut-être certaines informations qu'ils ne savaient pas, mais ça pourra les porter à avoir peut-être un autre regard par rapport aux Noirs, par rapport à leur comportement, leurs relations avec les Noirs. Donc moi, ça m'intéresse pour partager un peu avec les jeunes de nos écoles. Merci, Merci, hein. Monsieur. Oui, c'est vraiment intéressant ce que vous avez ramené. Puis, Madame Elkia, Madame Sandra, à vous la parole, là, si vous voulez. Oui, merci beaucoup, Monsieur Will. Déjà, merci pour la suggestion. Bénévolat, faire un cercle de discussion des langues que nous offrons, que nous enseignons. Excellente idée, je n'y avais pas pensé, mais c'est quelque chose qu'on va creuser. Merci beaucoup pour cela. Et puis, en ce qui concerne le mois de l'histoire des Noirs, faire un topo sur la mélanine, qu'est-ce qui fait qu'on est noir et tout ça, oui, c'est très possible. Et puis, je pense que PPE pourra vous partager nos coordonnées et puis nous nous mettrons à disposition pour cela. Merci Probablement, beaucoup.
Ça me ramène à une question pour vous. Est-ce que vous pouvez partager comment vous pouvez intervenir? Est-ce que vous le faites juste en ligne ou en présentiel ou jusqu'à quel territoire que vous pouvez intervenir? Donc, juste pour bénéfice des participants ou des gens qui vont nous écouter par la suite. Ben, nous, physiquement, on est à Toronto. D'accord. Euh, donc, Toronto, on peut aller à Hamilton également. Il nous est arrivé d'aller à Hamilton. Mais étant donné qu'en ce moment, nous n'avons pas de gros budget, on se ferait inviter, tout frais payé, quoi. Donc, on est prêt à nous déplacer. Nous sommes prêts à nous déplacer si on est invité. Mais sinon, nous pouvons également faire des présentations virtuelles. Parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Georgette, je vois ta main levée. Merci, Mara. J'ai une question pour Sandra au niveau de la place que tu accordes dans la famille à la langue. Parce que toi-même, tu es d'origine béninoise, ton mari est d'origine gabonaise, Mhm. et on est ici en Ontario, l'anglais, le français. Donc, est-ce que tu peux partager un petit peu la place que tu apportes, que tu réserves aux langues, aux différentes langues du Bénin, Oui. et puis la langue gabonaise également? C'est ça. En fait, ce qu'on s'est entendu avec notre mari, parce que l'un des moyens les plus faciles pour que les enfants apprennent, c'est que les parents parlent entre eux. Alors, nous avons le défi que nous ne parlons pas la même langue. Alors, on s'est donné chacun la mission de faire absorber à l'enfant des mots de sa langue. Donc, moi, je vais utiliser des mots de ma langue. Je vais leur faire truc. Et mon mari aussi va leur apprendre des expressions. Il parle pas forcément couramment, mais chaque fois qu'on voyage, parce que ça aussi, c'est l'un des points positifs quand on voyage, parce qu'ils sont entourés des gens qui parlent ces langues-là. Donc, chaque fois qu'on voyage, ils reviennent avec des mots additionnels, ce que nous, on n'arrive pas à faire ici. Ils en prennent une partie quand on part. Et vraiment, ce que moi, je fais un point d'honneur, je me dis, tu sais, j'ai eu des amis qui n'ont pas appris jeunes et qui ont appris plus tard. Donc, ce que je fais comme travail, c'est de m'assurer que pour les enfants, c'est pas quelque chose d'inconnu, quelque chose de, je n'ai jamais entendu, oh, c'est bizarre cette langue. Donc, il y a l'acceptation. Et après, en fonction de chaque enfant, je pense que ma fille, il y a une année, elle était tellement intéressée, donc ma mère a ramené plusieurs livres sur l'apprentissage du fond. Bon, moi, c'est le fond, là. Donc, plusieurs livres et puis des CD audio. Et puis sur Internet, aussi sur YouTube, on trouve donc en fait, c'est né comme ça, c'est venu comme ça. Elle avait comme, je sais pas, 8 ans ou autre. Donc, elle a commencé à être intéressée. Donc, elle a même fait une présentation à l'école par rapport à la langue. Donc, vraiment, comme je dirais, c'est pas évident pour nous parce qu'on parle pas la même langue, mais on essaie de mettre encore une fois là, de jeter des petites semences. Et il y a des moments comme celui-là où vraiment il va avoir un gros intérêt et puis ils comprennent de mieux en mieux, ils comprennent de plus en plus. Donc voilà, c'est déjà ça de gagner. Ouais. Super. Non, mais je ne force pas ou je ne mets pas de... Tu sais, on doit parler parce que déjà, c'est déjà un défi étant dans un couple où nous deux ne parlons pas la même langue. C'est sûr qu'ils Ouais. absorbent, hein. C'est Oui. sûr Oui, qu'ils absorbent. Puis moi, c'est un constat, là, comme j'ai beaucoup de contacts avec les jeunes, vu que on est dans des milieux très diversifiés culturellement, on voit chez les enfants qui ont une curiosité d'aller apprendre des mots d'autres cultures, Mhm. que ce soit le mandarin, que ce soit l'espagnol, que ce soit... Et ça, je ne pense pas qu'ils ne vont pas le faire, même à la maison. Juste en écoutant papa et maman C'est parler, ça. ils vont absorber des mots, puis sûrement un jour, ils vont vous surprendre Absolument, je suis en disant un d'accord. mot là que vous n'avez jamais parlé avec votre enfant, le dire, puis là, il le répète parce qu'il a entendu même lors des voyages, parce qu'il y a plus de discussions autour, Mhm. ils vont absorber sûrement. Plus ils sont jeunes, plus ils absorbent. C'est vrai, c'est vrai. Alors, bon, c'est vraiment une belle rencontre. Je vous remercie tous pour cet échange-là. Donc, la séance touche à sa fin.
Donc, un grand merci à Madame Sandra, à Madame Elikia pour cette belle discussion. Donc, ce moment d'échange nous rappelle que la transmission culturelle est un chemin vivant, fait de partage, de découverte, d'adaptation, sûrement. Et en continuant donc à créer des espaces comme celui-ci, où nos voix, nos histoires, nos cultures peuvent s'entrelacer pour enrichir la francophonie et renforcer le sentiment d'appartenance de nos enfants. Donc, Monsieur Will, je vois la main levée. Est-ce que c'est une vieille main? Oui, désolé, mais j'aurais aimé avoir l'adresse ou bien le courriel pour communiquer avec Madame Elikia, si c'est possible demain. Si on peut m'écrire ça même en chat. C'est sûr, PPE va vous donner les Oui, coordonnées de micro, sûrement. OK. oui, Parfait, Monsieur parfait, Louis, merci. je vous ferai un suivi Alors, avec les coordonnées. c'est ça. Alors, juste avant de se quitter, alors j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à remplir le formulaire d'évaluation qui va apparaître dans le clavardoir. Donc, vous savez, vos commentaires sont très précieux pour nous, pour mieux améliorer les prochains ateliers, puis mieux répondre surtout à vos besoins. Euh, je vous dis, on se donne un autre rendez-vous le mois prochain, une nouvelle rencontre, un nouveau sujet. Ça va être sur la rencontre Midi Parents portera sur accompagner les femmes victimes de violences. C'est un sujet pertinent et d'actualité. Donc, ça sera l'opportunité d'échanger avec des experts, de s'informer sur les ressources disponibles pour les femmes en situation de vulnérabilité. Donc, je vous remercie encore pour votre présence, votre engagement et puis restons connectés au mois prochain, le 9 décembre. Merci, merci beaucoup, Maha. Merci à tous. Merci Merci pour beaucoup. l'invitation. Merci. Merci, Likia et Georgette.